Bien, bon. Attendez. Oui. Ça va, vous m'entendez bien au fond là ça... Bien, écoutez, merci de m'accueillir ce soir dans cette ville que je ne connaissais que de nom. Enfin, je connais assez bien cette région. Alors, je vais donc vous parler de mon dernier livre, qui est la raison pour laquelle je suis là. Mais dès qu'il sert, je m'arrêterai. Et qui s'appelle « Je crois que la nature est bonne ». Donc ce livre est le 5e livre que j'écris sur la critique de l'écologie politique. Alors, pour vous expliquer pourquoi j'écris ça et quelle est ma légitimité dans ce domaine, donc je n'ai pas envie de vous raconter ma vie, mais en 2 mots, donc je suis né en Bretagne. Je voulais être ingénieur des eaux et forêts, ce que j'ai été parce que j'aimais vivre au grand air, et j'ai passé l'essentiel de ma vie dans les hôpitaux. Donc ce n'est pas vraiment une réussite de ce point de vue-là. Donc j'ai fait l'Institut national agronomique, l'école du génie rural et des eaux et forêts. Et ensuite je suis parti aux États-Unis après avoir construit des barrages en Afrique. À l'université Cornell pour faire une école de commerce, une business school. J'ai trouvé ça très ennuyeux. Et par hasard, je suis tombé sur un patron qui faisait des études sur les hôpitaux américains et qui m'a dit « Pourquoi vous ne travaillez pas avec moi cet été ?» Alors j'ai dit « Pourquoi pas ?» Après, il m'a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas une thèse de doctorat ?» Alors j'ai dit « Écoutez, j'appartiens à un corps d'ingénieurs de l'État. Alors ça, c'est inexplicable en anglais, et à mon avis dans toutes les langues étrangères, cette particularité française. » Je dis « D'abord, ils s'en moqueront complètement. » Mais il a eu l'argument décisif, c'est qu'il m'a dit « Écoutez, je vous donne une bourse de l'État de New York. » Alors pour vous donner un ordre de grandeur, les frais d'inscription à Cornell cette année, c'est 50 000 $. Et en faculté de médecine, c'est 100 000 $. Juste les frais d'inscription. Hein. Et donc, tous les jeunes médecins américains commencent leur carrière avec 500 ou 600 000 $ de dettes, sauf si papa et maman sont riches. Voilà. Donc, il me payait. Et donc, je lui ai dit, mais écoutez, il faut que je fasse mon MBA et mon doctorat en même temps. Elle m'a dit, réponse américaine, ça, c'est votre problème. Voilà. Donc, j'ai écrit ma thèse sur les questions d'innovation et de pouvoir dans les hôpitaux américains, et je suis revenu en France donc en 72, étant assez inadapté parce que 3 ans d'université américaine ne vous forment pas vraiment à l'administration française. Et j'ai eu la chance de travailler à l'école polytechnique pendant 8 ans en faisant toujours autre chose. Donc j'allais à l'école polytechnique l'après-midi et le matin. Pendant 5 ans, j'ai créé les services des études économiques de l'assistance publique de Paris. Donc j'ai ouvert l'hôpital Bichat, me suis beaucoup occupé de Beaujon, commencé à travailler sur l'hôpital du 15e notamment. Et puis par des hasards, je suis revenu au monde agricole, puisque le cabinet de Raymond Barre en 78 m'a demandé de créer un centre de prospective au ministère de l'Agriculture. Et quand la gauche a gagné en 81, Edgar Pisani m'a téléphoné. Il m'a dit je ne serai pas ministre, mais les socialistes ne connaissent absolument rien à l'agriculture, ça n'a pas changé. Est-ce que vous accepterez de les aider? Alors j'ai dit pourquoi pas. Et donc j'ai été le premier conseiller agricole de Pierre Mauroy. Et par une série de hasards, le chef de cabinet de Ralite, qui était le ministre de la Santé, un jour m'a téléphoné, il m'a dit « Jean, on sait que ce ne sera pas un stalinien qui sera directeur des hôpitaux. » Alors j'ai dit « C'est toi qui parles ou c'est ton chef ?» Il m'a dit « C'est mon chef. » Alors j'ai dit « Écoute, moi je vais parler au mien. » Donc je suis allé voir Mauroy. Il m'a dit « Ah oui, j'ai oublié que ça vous intéressait. » Ah, vous occupez de tout, hein, des nominations, de l'argent, je ne veux pas avoir la CGT, un ministre communiste et personne entre les deux. Donc voilà, c'était une période assez sportive et amusante. Et donc j'étais patron des hôpitaux pendant 5 ans. J'ai quitté l'administration, et ça j'en suis assez fier, parce que depuis la guerre à l'époque, nous étions que 2 directeurs d'administration centrale à avoir créé une entreprise. Donc j'ai créé deux entreprises, une société d'informatique et une société de conseil avec la Caisse des dépôts, et je suis redevenu universitaire. Et donc en
1997, on m'a demandé de créer une chaire d'économie de politique de santé au Conservatoire des Arts et Métiers, et ce que j'ai fait jusqu'à une date récente, en créant avec l'Institut Pasteur une école de santé publique. Alors, pourquoi l'écologie? L'écologie parce qu'en 1999, une de mes amies qui dirigeait la revue des Deux Mondes, dont on a parlé récemment, pour de mauvaises raisons, donc une de mes amies qui dirigeait la revue des Deux Mondes me dit, écoute, je vais faire un numéro sur les nouvelles formes d'intolérance. Est-ce que tu veux écrire quelque chose sur la santé? J'ai dit non, sur la santé rien, mais sur l'écologie, oui, ils disent tellement de bêtises que voilà. Donc parce que j'ai une formation d'écologiste, à l'école des eaux et forêts, je crois qu'on apprend l'écologie, à l'agro aussi, mais il y a une nuance entre l'écologie politique et je vais y venir tout de suite. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéresse et c'est à mon avis également un signe de dévoiement de la pensée contemporaine qui est très fort et très caractéristique. Alors, comme ils ne savent pas, en venant ce soir, aucun d'entre vous s'est étonné d'être vivant. Or, la probabilité d'être vivant, surtout à nos âges, est très très faible. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance, c'est 83 ans. Quand je suis né en 1944, c'était 61 ans. Et l'âge de la retraite était de 65 ans. Hein. Donc aujourd'hui, l'âge de la retraite est à 62 ans. Et l'espérance de vie à 62 ans est de 87 ans. Donc la France est le pays au monde qui a la période la plus longue entre l'âge de la retraite et la mort. Donc 44, 61 ans. Quand mon père est né en 1903, l'espérance de vie était de 51 ans. Quand mon grand-père est né en 1860, l'espérance de vie était de 42 ans. Et quand mon arrière-grand-père est né en 1820, l'espérance de vie était de 35 ans. Oui, non mais ça n'a pas bougé. En 35 ans, entre l'Empire, il y a des périodes de l'Empire romain. Il y a des périodes de l'Empire romain où on vivait plus vieux que sous Napoléon. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, si vous vous intéressez à la santé publique, il y a un très très bon livre de Gérard Jeanland qui s'appelle « Une société à soigner, la santé au XIXe siècle ». En 1850, mesdames, naissaient à Paris 56 000 enfants. Écoutez-moi bien, 28 000 étaient abandonnés et 80% mouraient dans l'année. Ils étaient abandonnés parce que dans les familles bourgeoises, on interdisait aux bonnes cuisinières, puisque c'était le terme, d'élever leurs enfants chez leur patron. Et donc ces enfants étaient placés, et malheureusement, la plupart d'entre eux mouraient. Et d'ailleurs, l'histoire du 19e siècle, c'est pas ce qu'on on a appris dans nos livres d'histoire, c'est pas la baisse de la natalité en France, c'est une surmortalité en France. Et notamment... voilà. Donc la probabilité que vous soyez vivant comme moi ce soir est très très faible, et c'est pas seulement en France, puisque dans le monde aujourd'hui, l'espérance de vie augmente de 4 mois par an, et la pauvreté baisse, à la fois en valeur relative et en valeur absolue. La pauvreté baisse, puisque dès que c'est servi, je m'arrêterai, le nombre de pauvres dans le monde aujourd'hui, c'est 850 millions. C'était 1 milliard il y a 60 ans, mais il y avait aussi que 2 milliards, un peu moins de 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, donc ça pèse en proportion et en valeur absolue. Alors, malgré tout, et malgré ces succès absolument indéniables, vous voyez que la France a mis dans le préambule de sa constitution le principe de précaution, que le Parlement vote des lois mémorielles, comme si les députés étaient habilités pour dire l'histoire. Il y a une loi sur les abeilles aussi, il y en a une sur le bisphénol, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et vous voyez aujourd'hui donc apparaître des nouvelles modes. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'orthorexie.
Mais voilà, le véganisme, moi, sauf que mon bureau est dans le Marais à Paris, et il se trouve, et je vous en parlerai tout à l'heure, qu'à Paris aujourd'hui, 25% des gens qui vivent à Paris ne préparent jamais un repas. 25, ça c'est une statistique récente, ils ne préparent jamais un repas. Voilà, donc les choses ont changé. Donc pourquoi à la fois ce progrès et cette crainte suite après l'entrée? Bien, alors pourquoi je crois qu'une des choses qu'il est important de rappeler, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'essentiel à un moment qu'on connaît tous et dont on a tous entendu parler, qui est à la fin du Moyen-Âge, et notamment par un moine polonais dont on connaît tous le nom, qui s'appelle Copernic. C'était un moine prudent, puisque vous savez qu'il a demandé qu'on ne publie ses œuvres qu'après sa mort. Et il a passé sa vie à reconnaître la trajectoire de la planète Mars. Il avait un sponsor, qui était un Danois qui s'appelait Tycho Brahe, qui avait financé ces instruments. Et vous savez, les humains, qui vivaient quand même beaucoup plus dehors qu'aujourd'hui, avaient remarqué qu'il y avait des objets célestes qui ne se promenaient pas comme le reste. Et ce sont les jours de la semaine. Donc lundi, c'est la Lune. Mardi c'est Mars, mercredi c'est Mercure, jeudi c'est Jupiter, vendredi c'est Vénus, samedi c'est Saturne, et dimanche c'est Sunday, le jour du soleil. On connaissait les différentes théories héliocentriques ou géocentriques, et Copernic a dit que ce serait quand même beaucoup plus simple si on faisait l'hypothèse que c'était le soleil qui était au centre. Alors, ce faisant, il a fait deux choses essentielles dont nous sommes tous ce soir les bénéficiaires. Il a cru dans ses observations et il a dit que tout n'était pas religieux. Alors, ces deux choses sont essentielles l'une et l'autre. Donc, les hommes n'ont inventé que deux manières pacifiques de trancher les conflits. Il y en a une qui est très ancienne, qui sont les tribunaux. Ce n'est pas une manière agréable, mais c'est une manière pacifique. Et l'autre manière, c'est la méthode scientifique. Alors, la méthode scientifique, comme vous le savez, elle est assez simple, mais en même temps très exigeante. La simplicité, c'est que on fait des hypothèses, on teste les hypothèses par des expériences, quand on peut faire des expériences. Donc je reviendrai à ça tout à l'heure. On ne peut pas toujours. Donc, le problème de la méthode scientifique, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Et en fait, dans beaucoup de domaines, c'est très difficile, toute chose étant égale par ailleurs. Donc, pour vous prendre juste un exemple sur lequel je reviendrai peut-être, on n'a qu'une planète, on n'a pas 50. Donc, on ne peut pas faire des expériences avec des centrales nucléaires, des centrales, etc. Donc, on ne fait pas d'expériences, on fait des modèles. Mais des modèles et des expériences, c'est pas du tout pareil, pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Et la deuxième, c'est la séparation des ordres. Donc, et lui et d'autres sont morts pour ça. Et malheureusement, aujourd'hui, comme vous savez, on revient à la confusion des ordres. Alors, c'est le cas de la religion musulmane qui pense que la seule loi, c'est une loi religieuse, la loi coranique, mais c'est aussi aujourd'hui le Parlement qui vote des lois mémorielles. Le Parlement n'est pas du tout légitime pour être historien, comme le Parlement n'est pas du tout légitime pour être scientifique. Le Parlement est légitime pour voter des lois, pour dire le bien, le mal, le vrai, ce qu'on veut, mais il n'est pas légitime pour dire si le bisphénol A est dangereux ou pas. Alors, il peut interdire le bisphénol. Il est légitime pour ça, mais il n'est pas légitime pour dire ce que l'on doit penser du bisphénol ou des insecticides pour les abeilles. Donc, ça a été une très grande découverte des hommes comme Pascal. Le plus beau texte qui existe sur l'éducation, si vous ne l'avez pas lu, vous le ferez tout à l'heure en le téléchargeant sur Internet, c'est dans les pensées de Pascal. Il y a un texte qui est assez court
qui s'appelle Trois discours à la mémoire des grands. En fait, il est le précepteur d'un jeune duc. Il dit, monsieur, parce que vous êtes duc, je vous salue, mais ne me demandez pas que je vous estime. Je vous estimerai si la qualité de votre personne, si je n'aurai pour vous le mépris que mérite la bassesse de votre esprit. Donc il fait bien la distinction entre l'ordre social, pour parler l'ordre d'établissement, il disait lui, l'ordre social, et d'autres ordres, l'ordre de l'amour et l'ordre de la vérité. Il n'est pas le même. Voilà. Et donc nous venons aujourd'hui à la confusion des ordres, et je vous en prendrai des exemples tout à l'heure. Alors la deuxième chose, c'est que la méthode scientifique, elle est très particulière. Il y a un grand philosophe du XXe siècle qui s'appelait Karl Popper. Et Karl Popper a dit on peut distinguer un propos scientifique d'un propos qui ne l'est pas si on peut démontrer qu'il est faux. Alors, donc un propos, c'est la falsifiabilité d'un propos. Donc un propos est scientifique si on peut démontrer qu'il est faux. Alors, par exemple, si je vous dis les lunettes c'est dangereux pour la santé. Alors, le téléphone portable, les OGM, enfin bon, pour parler des choses plus sérieuses que les lunettes. Ça, c'est pas un propos scientifique parce que je ne pourrai jamais démontrer que c'est faux. Donc, si je vous dis les lunettes c'est dangereux pour la santé, on va tester l'hypothèse vraisemblable que la racine du nez ou dans les oreilles, ça conduit à des réactions. Et donc, on va comparer les porteurs de lunettes et les non-porteurs de lunettes. Et on a pour 5 ans. Hein. Et puis, au bout de 5 ans, on va dire non, il n'y a pas de différence entre les porteurs de lunettes et les non-porteurs de lunettes. Mais moi qui suis persuadé que ça joue un rôle sur la santé, je vais vous dire, mais ça rend sourd, ça rend aveugle, ça rend, etc. Donc, vous voyez bien que quand on vous dit qu'il faudrait démontrer que les ondes des téléphones portables ne sont pas dangereuses pour la santé, ou que les OGM, ou que, etc., c'est pas possible. Alors, c'est d'ailleurs quelque chose que les moines de l'Inquisition connaissaient très bien, qui était la preuve diabolique. Alors, la preuve diabolique, c'est... Vous êtes sûrement coupable, monsieur. Donc, moi, je suis un moine de l'Inquisition, ce ne serait pas rigolo. Vous ne pourrez jamais me démontrer que vous n'êtes pas coupable. C'est ça la preuve diabolique. C'est du même ordre. Alors, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui autour des débats sur le nucléaire, sur les OGM, enfin, par exemple, je ne sais pas si vous voyez en ce moment une pub faite par Leclerc, je crois, sur, je ne sais pas trop quel, oui, Leclerc, nous expliquant que les viandes qui sont vendues chez Leclerc sont sans OGM et sans antibiotiques. Alors c'est rigolo quand on connaît un peu le sujet, parce qu'en France, il est interdit d'utiliser des antibiotiques pour tous les animaux, donc, voilà, sauf quand ils sont malades. Contrairement aux États-Unis, on utilise des antibiotiques pour les faire pousser plus vite. Donc en France, c'est interdit, donc c'est pas vraiment un scoop. Quant aux OGM, c'est absolument impossible de tracer s'il y a ou s'il n'y a pas d'OGM. Et le seul OGM qu'il pourrait y avoir, c'est dans le soja. Et donc il est vraisemblable quand même que les cochons bretons mangent du tourteau de soja OGM américain, puisque dans ce domaine, et j'y reviendrai tout à l'heure, on a tout perdu. Puisque nous étions les leaders mondiaux dans le domaine des plantes génétiquement modifiées, puisque le premier OGM est franco-belge, mais aujourd'hui, nous ne fabriquons plus d'OGM en France, mais nous en importons, et nous n'avons plus d'autre mot à dire dans le débat mondial sur ce sujet. Donc, je suis un partisan de la séparation des ordres. Je suis que pour le Parlement nous dise ce qui est juste, équitable et ce qu'il veut, mais je ne suis pas pour qu'il nous raconte des histoires sur les produits chimiques, sur les abeilles ou sur ce que l'on doit penser de l'histoire. Alors, après cette longue introduction, je vais vous dire 3 ou 4 mots de 3 sujets avant de revenir à la manière dont nous sommes manipulés, ou certaines des manières de manipulation utilisées aujourd'hui. Donc quelques mots sur l'écologie, quelques mots sur l'agriculture et quelques mots sur l'alimentation. Alors, donc je fais une différence entre les écologistes, qui sont un parti politique, et les écologues, qui sont des gens qui font de la recherche en écologie.
Alors, et c'était comme le marxisme. Vous savez, les marxistes prétendaient être scientifiques, mais vous voyez bien qu'un parti politique ne peut pas être scientifique. C'est pas du tout les mêmes dimensions, c'est pas du tout les mêmes valeurs, et que les écologistes politiques, ils sont ce qu'ils sont, et ils sont en général gauchistes, ils sont en général pour la décroissance, et ils ont quelques croyances en écologie au sens science, qui sont des croyances, à mon avis, en général non fondées, que ce soit sur le nucléaire ou sur les OGM, mais quelques autres aussi. Alors, les écologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelque chose de simple. Qui vit là? Qui mange quoi? Qui mange qui? Et comment ça s'équilibre? Avec ou sans les hommes. Donc l'écologie, on ne touche pas. On ne touche pas. Alors, le problème des hommes dans un milieu écologique, je vais y revenir après, mais alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés en Amérique du Nord, dans le Vermont ou ailleurs, ou si certains d'entre vous sont allés dans les forêts tropicales, même au équatorial. Mais en Amérique du Nord, quand vous allez dans le Vermont, vous ne faites pas 1 mètre. C'est-à-dire que quand l'homme n'intervient pas, il n'y a rien de plus artificiel, et ça c'est l'ingénieur des eaux et forêts qui vous parle, que la forêt des Landes, qui a été présentée, dont je vais dire un mot éventuellement après. Mais une futaie de chêne, il faut 2 siècles de forestier pour la fabriquer. Donc l'administration des eaux et forêts a décidé en forêt de Fontainebleau de ne pas toucher à une parcelle qui doit faire 40 hectares. Moi, quand j'étais à l'école, déjà, elle existait depuis 15 ans, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais vous voyez bien qu'il y a eu la tempête en 99 ici, et ailleurs, en France. Mais s'il n'y avait pas d'intervention des hommes, vous aurez encore des chalits, des troncs couchés. Enfin, non, ça, en 20 ans, ça ne pourrit pas. Hein. Voilà. Donc l'écologie, c'est ça. Alors l'agriculture, je vais revenir à l'écologie après, c'est exactement le projet inverse. C'est-à-dire les humains ont voulu utiliser la nature à leur profit. Donc le projet des hommes, depuis qu'ils sont sur Terre, c'est comment on peut utiliser un milieu naturel pour se nourrir. L'essentiel c'est ça, mais pas uniquement pour se nourrir, mais surtout pour se nourrir, mais aussi pour fabriquer des fibres, pour faire des habits, le coton, la laine, enfin, etc. etc. C'est ça le projet des hommes. Alors, est-ce qu'il y a des paysages naturels en France? La réponse est non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus depuis la fin du Moyen-Âge. Est-ce qu'il y en a dans certains autres pays? La réponse est oui, et notamment aux États-Unis. Alors, je vais vous dire 2 mots sur le parc de Yellowstone. Donc, vous savez, des gens comme, en gros, comme nous, qui au milieu des années du 19e siècle, en 1871 pour être précis, se retrouvent dans cet endroit magique, se dit que ça serait bien de le conserver. Alors, ils réussissent à convaincre le Congrès américain de le faire grâce aux compagnies de chemin de fer. Parce que les compagnies de chemin de fer avaient besoin d'un endroit pour s'arrêter entre les 2 côtes, et donc c'était du marketing déjà pour dire, écoutez, allez visiter Yellowstone. Alors, en 1931, un administrateur des eaux et forêts américain dit, mais il y a des Indiens là-dedans, il faut les sortir. Aujourd'hui, ça serait impossible. Donc, on a sorti les Indiens. Mais comme on a sorti les Indiens, les bisons et autres wapitis se sont mis à proliférer. Donc, ils se sont dit, on va réintroduire les loups. Mais les loups se sont mis à bouffer les bisons et les wapitis. Et ils ont également introduit une grosse truite. Or, cette grosse truite se met à manger des petites truites. Et quand les ours sortent de l'hibernation, comme ils n'ont plus de petites truites, ils bouffent aussi des wapitis. Donc vous voyez que dès que l'homme commence à essayer de toucher, alors regardez le débat sur les loups et les ours dans les Pyrénées. Donc dès que les hommes essayent de modifier la nature au nom d'une nature qui est discutable, parce que comme vous le savez, chez vous, ici dans les Landes, c'est quoi? C'est des marais. 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 Des marais. Et c'est très récent, hein, ça a 150 ans. Le département des Landes était le département qui avait la plus faible espérance de vie en France au 19e siècle, à cause de la malaria et à cause des moustiques. Donc, si vous habitez Paris,
Donc Paris, il y a 14 000 ans, c'était la toundra. Les glaciers des Alpes allaient jusqu'à Lyon. Et la question est de savoir, si on s'intéresse à la nature, jusqu'où remonte-t-on? Et pourquoi s'arrêter? Alors, il y a 14 000 ans, donc à la fin du dernier épisode glaciaire, la mer était 130 mètres, 129 mètres pour être précis, en dessous du niveau actuel. Entre moins 14 000 et moins 12 000, c'est hier matin, hein, parce que Khéops, hein, c'est 4500 ans avant nous. Ah oui. Donc vous prenez 4 fois Khéops, et vous avez la fin de la dernière grande glaciation. Donc elle a monté progressivement, et elle a monté beaucoup, et ça s'est en gros arrêté il y a 6000 ans. Donc, de combien monte la mer depuis 1709, puisque le marégraphe, qui est le marégraphe de Brest, date de 1709, elle a monté d'1 millimètre par an, et depuis un siècle, elle monte d'1,5 millimètre. Donc, en 3 siècles, elle a monté, non pas de 1,5 cm par an, ce qui était le cas entre moins 12 000 et moins de 14 000 ans, mais elle montait en gros de 15 fois moins. Donc si on vivait il y a moins 12 000 ans, l'île de Sein, pour ceux qui connaissent la Bretagne, serait submergée en 50 ans, alors que là, en 3 siècles, on a pris 30 cm, bon, ce qui n'est pas négligeable, en fait c'est pas énorme, mais c'est pas ce qu'on vous raconte. D'ailleurs, si vous regardez toutes les annales, et je regarde sûrement comme certains d'entre vous, des racines et des ailes, et je regardais des racines et des ailes la semaine dernière sur l'Ain. Et vous voyez que pratiquement dans tous les grands fleuves de France, les grandes crues, c'est au 19e siècle, c'est pas aujourd'hui. Alors vous savez la différence entre une catastrophe naturelle et un phénomène naturel? C'est la même chose. Mais dans un cas, il y a des hommes, et dans l'autre, il n'y en a pas. Donc, quand vous avez un phénomène naturel, donc on trouve ça très beau, mais comme nous sommes beaucoup plus nombreux, et que les hommes s'installent dans les vallées, etc., alors je pourrais vous dire un mot avant de terminer cette première partie sur l'écologie, du procès en Bretagne fait par une association écologique pour empêcher qu'à Brest, on construise un stade de foot pour les gamins, parce qu'il y avait les escargots de Quimper. Alors les escargots de Quimper, que j'ai beaucoup utilisés quand j'étais jeune, parce que j'étais facétieux, je vous raconterai ça après, les escargots. Bref, et donc on a empêché de construire ce stade de foot pour les escargots de Quimper. Pour protéger les escargots qui ne sont pas du tout... Il y en a aussi dans les Pays Basques, des escargots de Quimper. Donc voilà, faites gaffe à vos escargots, et surtout si vous en avez, ne dites pas que vous en avez, parce qu'à mon avis, vous aurez du mal à faire la même. Donc vous voyez, cette espèce de conception de la nature, c'est quoi la nature? Or vous entendez tout le temps dans la publicité, ceci est naturel. Or il n'y a rien de plus artificiel qu'un grain de blé qui soit bio ou pas bio, j'en dirai un mot tout à l'heure. Il y a 10 000 ans d'intelligence humaine qui a fait que les choses se sont transformées. C'est pareil pour les carottes, on ne sait pas très bien, on sait leur famille, hein, mais on ne sait pas très bien d'où elles viennent, les chiens c'est pareil, etc., etc. Donc c'est quoi la nature? C'est quelle nature vous fantasmez-vous, sachant que par ailleurs, en France, il y a aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, 3 fois plus de forêts qu'il y a 2 siècles. En 1800, 10% de la France était boisée, aujourd'hui c'est plus de 30%. Qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a 2 millions de sangliers, alors qu'il n'y en avait que 500 000 il y a 20 ans. On ne les tue pas assez, malheureusement, parce qu'ils détruisent beaucoup de choses. Et donc, voilà. Alors, les cormorans, donc, comme vous savez, ont été longtemps une espèce protégée, maintenant on a le droit de les tuer. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est quoi la nature? Quelle est la place de l'homme dans cette nature? Comment cela s'équilibre-t-il? Alors, est-ce qu'il y a des problèmes écologiques? La réponse est oui, dû à la très grande fréquentation touristique, mais surtout dû à la pauvreté, et notamment dans les villes du tiers-monde, où il n'y a ni ramassage d'ordures, ni égout, ni quand vous allez au Maroc, par exemple, vous voyez dans les sacs de plastique qui volent sur
centaines de kilomètres, et tout ça est assez dramatique. Mais c'est pas en ayant la main sur le cœur, c'est en faisant, ou en les aidant à ramasser les ordures, en faisant des fours d'incinération, en installant des égouts qu'on les aidera. C'est pas en sauvant les escargots de Quimper. Vous nous raconterez pourquoi, vous voyez. On m'a demandé ce que je pensais de Notre-Dame-des-Landes. Alors, je ne peux rien vous dire du bien fondé de cet aéroport, si ce n'est que tous les élus de tous les partis étaient pour, et que simplement, à Notre-Dame-des-Landes, il ne protège rien d'autre qu'un paysage agricole de la France de l'Ouest il y a 50 ans. Donc c'est pas naturel, ça n'a rien de naturel. Pas... Donc il protège une manière de faire de l'agriculture qui est celle d'il y a 50 ans. Quant au barrage de Sirven, il y en a 2700 barrages de ce type-là en France. Et contrairement à ce que disent les écologistes, l'avantage des barrages, c'est que ça limite les crues en hiver et ça remet de l'eau dans la nappe en été. Donc les barrages n'ont que des avantages. J'ai écrit un livre sur l'eau avec un de mes amis du général des eaux et forêts qui s'appelle Pour en finir avec les histoires d'eau. Donc si vous voulez, je pourrais vous... EAU. Et voilà. Donc on ne manquera jamais d'eau en France. Il y a un seul problème en France qui est en amont dans cette région, qui est en amont de Toulouse, et notamment dans le Gers, où il y a un sol qui retient très mal l'eau, et donc certains étés, comme ils arrosent beaucoup, certains étés on a des problèmes d'approvisionnement d'eau. Mais partout ailleurs, la réponse est non. Si Paris n'existait pas, le flux de la Seine avant de la Genille serait exactement le même. On ne consomme pas l'eau. Je pourrais vous donner des détails techniques, elle passe. Bon. Quand il pleut en France, 64% de l'eau s'évapore tout de suite. 38% s'infiltre et ruisselle. Ça fait 176 milliards de mètres cubes. Quand vous prenez ce que nous perdons, c'est-à-dire le débit des fleuves à la mer, que ce soit la Dour, le Rhône, la Seine, n'importe quoi, c'est 171 milliards de mètres cubes. 171 milliards de mètres cubes. La différence, c'est un peu plus de 5 milliards de mètres cubes. Les 5 milliards, c'est 3 milliards de mètres cubes pour l'irrigation, 1 milliard pour les centrales thermiques, etc., et 1 milliard pour le reste. Point. Et s'il cessait de pleuvoir dans la Beauce, il y a assez d'eau pour arroser pendant 300 ans. Donc voilà, on ne manquera jamais d'eau, donc n'économisez pas l'eau, ça ne sert absolument à rien. Donc si vous voulez prendre un bain, plutôt, ça coûte plus cher. Hein, ou une douche. Oui, alors pour laver une voiture, ça c'est des conneries, pardon, vraiment des vraies conneries. Du préfet du Rhône. Le préfet du Rhône, vous savez, il a fait très chaud il y a 3 ans, au mois de mai, donc le préfet du Rhône a empêché qu'on lave les voitures. À ce moment-là, le débit du Rhône, c'était au moment de la fonte des glaces, le débit du Rhône, c'était 2000 mètres cubes par seconde. C'est fou. Donc cette eau, elle repart. Hein. Bon. Alors, ça sert de transition avec l'agriculture. Bon, je vous disais tout à l'heure que le projet de l'humanité, c'était de maîtriser la nature, et que ce projet est un projet qui a réussi, puisque, je vous disais tout à l'heure, la faim dans le monde diminue. Quand j'étais à l'agro, donc toujours en 64, un bon rendement en blé, c'était 40 quintaux. Aujourd'hui, un bon rendement en blé, c'est 100 quintaux. Alors, il faut que vous vous rendiez compte, on a, beaucoup d'entre nous ont des âges assez proches, donc nous on s'en rend compte, mais nos enfants et nos petits-enfants n'ont aucune idée de ce que nous savons nous. Alors c'est que, pour manger un animal, il faut le tuer,
Donc beaucoup de gens découvrent qu'effectivement, en voyant les abattoirs, que voilà, c'est terrible ce qu'on fait à ces pauvres bêtes, oui, on les tue, ah oui. Et surtout, je vous disais tout à l'heure qu'il y a donc 70 ans, 40% de la population active était agricole. Aujourd'hui, c'est moins de 3%. Donc quand je donne une conférence à Paris, je demande à une personne sur 3 de se lever et de sortir pour aller traire les vaches. Non mais vous vous rendez pas compte, enfin certains le savent qui sont des enfants d'agriculteurs, de la contrainte que c'était. Aujourd'hui, il n'y a plus que 60 000 élevages en France. Mais quand beaucoup d'entre nous sommes nés autour de ces années-là, tout le monde faisait de la polyculture élevage. Il y avait encore des chevaux de labour. Et donc, la contrainte était absolument extraordinaire. Et donc, les agriculteurs nous ont libérés de ces contraintes et nous ne leur sommes pas du tout reconnaissants. Alors, vous savez, Sacha Guitry disait la reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme. Mais vous voyez bien que cette extraordinaire productivité de l'agriculture, et nous amène d'ailleurs à un débat sur l'écologie, c'est que nous sommes aujourd'hui bientôt 7 milliards d'êtres humains, nous serons entre 9 et 10 milliards. Alors comme vous le savez, hein, la démographie baisse beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Donc le Club de Rome, qui était une espèce de rapport déjà sauvons la planète en 1971, s'est trompé sur tout. Donc il était persuadé que l'espérance de vie allait stagner, elle a augmenté. Il était persuadé que la population de la planète allait augmenter beaucoup plus vite qu'elle n'augmente. Et comme vous le savez, à part l'Afrique subsaharienne, la baisse du nombre d'enfants par femme est très spectaculaire, puisque ça descend en dessous de 2, y compris d'ailleurs aujourd'hui dans certains pays d'Afrique du Nord, tous les pays du Moyen-Orient, en Asie, etc. Donc une baisse de la nativité qui est considérable. Néanmoins, nous allons augmenter donc en gros moins de 40%. Et donc le débat, faut-il cultiver bio ou faut-il faire de l'agriculture raisonnée, est le débat, faut-il garder des espaces préservés, je fais attention à naturel, ou faut-il abattre la forêt équatoriale pour faire de l'huile de palme et le reste pour nourrir l'humanité. Voilà. Ça c'est le débat sur le bio. Alors, le bio n'est pas meilleur que le reste. Toutes les études, je vais vous lire une citation tout de suite, toutes les études montrent qu'il n'y a aucune différence entre l'alimentation bio et l'alimentation traditionnelle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les plantes produisent des toxines. Et que, alors je vais vous commencer par... Imaginez que vous soyez invité chez des amis soucieux de leur ligne, fidèles aux recommandations des plus exigeants des nutritionnistes, et que le repas soit tout bio. Alors au menu bio, donc vous avez une soupe au tofu et aux champignons, ensuite une salade variée avec salade verte, carottes, tomates, cerises, céleri, avec de la poudre de noix broyée. Ensuite au choix, vous avez une dinde farcie avec des oignons, des radis noirs, du poivre, de la farce, ou une côte de bœuf avec une sauce au persil, en dessert une tarte aux pommes, ou une tarte à la citrouille, plateau de fruits, vin rouge et blanc, café, thé et thé au jasmin. Il ne faut pas que je bouge. Bon, bref. Alors tous ces aliments, y compris les végétaux, aussi naturels que bio, contiennent soit des hormones, le tofu, comme tout dérivé du soja, contient des estrogènes, donc je vous parlerai tout à l'heure des perturbateurs endocriniens. Si on s'intéresse vraiment aux perturbateurs endocriniens, la première chose à faire, c'est pas manger de soja. Parce que là, c'est pas en plus des milligrammes. Pour n'en citer, donc dérivés du soja contiennent des estrogènes, soit des produits mutagènes ou cancérigènes chez les rongeurs, tous. Pour n'en citer que quelques-uns. Il y a de l'acétaldéhyde dans les pommes, du benzène dans le café,
des furanes et des dérivés dans le pain, les oignons, le céleri, les champignons de Paris, les patates douces, du furfural à nouveau dans le pain, et ainsi de suite. Quant aux pommes de terre, il y a des neurotoxines, vous le savez, c'est pour ça qu'on a mis longtemps à en manger. Elles contiennent 2 neurotoxines que l'on peut détecter dans le sang de tous ces consommateurs. Or, il a été démontré qu'un taux élevé de ces neurotoxines provoquait des malformations congénitales chez les rongeurs. Alors, un des problèmes, et je vais en parler tout de suite, c'est qu'en biologie, aujourd'hui, on est capable de mesurer le milliardième de gramme. Donc moi, quand je faisais de la chimie analytique il y a 50 ans, on mesurait que le milliardième de gramme. Donc maintenant, on est capable de mesurer 10 puissance moins 12, donc le picogramme. Et donc, quand vous voyez les écolos disent qu'on a trouvé des traces de produits chimiques dans les cheveux des enfants et des députés européens, la réponse est oui. Simplement, on est à des niveaux de dose qui sont très très faibles. Alors, madame, vous m'irradiez, de votre charme certes, mais vous m'irradiez tout court parce que comme moi, vous êtes radioactive. Je ne sais pas si vous le savez, mais... et vous produisez 1000 becquerels par seconde pour 10 kilos. Alors moi, c'est 8000 becquerels par seconde. Donc le fait que vous soyez radioactive, voilà, ne me fait pas particulièrement peur parce que c'est une dose de radioactivité qui n'est pas létale. Alors, vous allez tous avoir du boulot en rentrant chez vous tout à l'heure. Vous allez sortir de votre placard 2 boîtes de petits pois extra fins. Alors, je ne sais pas si vous en avez, mais... Donc les petits pois extra fins, bio ou pas bio, pour l'expérience que je veux faire, ça compte pas. Vous allez en ouvrir une, et vous allez prendre les petits pois, ben, c'est très chiant, hein. Et vous allez vous les balancer sur le pied. Bon. Puis, vous allez prendre la boîte fermée. Et vous allez vous la balancer sur le pied. Je vous jure que ça fait plus mal. Donc en biologie, 1000 fois 1, c'est pas une fois 1000. Or, la plupart des tests en biologie font l'hypothèse de ce qu'on appelle la linéarité des effets biologiques. Donc si la pollution atmosphérique à Paris vous intéresse, et moi elle m'intéresse parce que je suis asthmatique, donc vous faites mon nom et Slate, qui est un site, et j'explique que les 48 000 morts n'existent pas. Donc on vous raconte qu'il y a 48 000 morts dû à la pollution atmosphérique. Alors quand vous verrez l'article où je démontre cette argumentation, alors en France, il meurt 530 000 personnes par an. La première cause de mortalité, c'est le cancer du poumon, c'est 27 000, et c'est le tabac. C'est pas la pollution atmosphérique, c'est le tabac. Et donc dans les études où il nous raconte ces salades, il ne contrôle pas pour le tabac. Bon, voilà, je ferme la parole. Donc, vous voyez que nous avons eu une évolution, et la réglementation bio, c'est simplement une réglementation différente. C'est tout. C'est pas la même. Bien entendu, ils utilisent aussi des pesticides. Ce ne sont pas les mêmes. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent bien la vigne, on peut mettre sur sa vigne autant de cuivre qu'on veut, et vous savez que le cuivre à certaines doses empêche, stérilise les sols. Alors, par ailleurs, la santé des agriculteurs est meilleure que la santé de la population. Alors, bien entendu, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, c'est pas grâce aux pesticides. Mais il y a une cohorte qui est faite par la Mutualité sociale agricole qui s'appelle Agrican, et cette cohorte suit 180 000 personnes, et en gros, les agriculteurs vivent plus longtemps et ont moins de maladies et de cancers que le reste de la population. Donc, si les pesticides avaient ce niveau de toxicité qu'on nous dit, c'est pas ce qu'on voit dans les chiffres, et tout ça est totalement faux. Alors, il y a beaucoup de choses vraies, mais notamment que vous pouvez manger des produits qui sont pas bio sans nuire à votre santé. Tant les études américaines que françaises permettent de dire que les cancers des appareils respiratoires et digestifs, les sont moins fréquents chez les agriculteurs. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et
Et vous voyez donc que le Parlement vote une loi sur le bisphénol A, au titre que c'est un perturbateur endocrinien, alors que l'Académie de médecine fait un rapport sur le même sujet. Et je vous lis une citation, et ça sera la dernière que je dirai, de l'Académie de médecine, qui est de 2011, professeur Rochefort et Joannet. Même si on se limite pour le BPA, bisphénol A, donc, au plastique des emballages alimentaires et des résines dentaires, les plus préoccupants au plan sanitaire, une interdiction radicale paraît irréalisable tant que nous ne disposons pas de produits de remplacement qui aient fait la preuve de leur efficacité. L'échéance de janvier 2013 ne se fonde sur aucune avancée industrielle connue et dans ces conditions trop arbitraires, elle ne peut qu'alarmer et désorienter inutilement les consommateurs. Alors vous savez que cette loi qui a été votée a conduit à ce qu'on déménage de France 2 milliards de production industrielle. Hein, pour on est dans un pays très très pollué, vous connaissez tous, qui s'appelle la Suisse. Et la réglementation européenne nous dit, mais vous n'avez pas le droit d'interdire l'importation en France, donc l'exportation des autres pays, de produits avec du bisphénol. Donc on a tout gagné, on a perdu 2 milliards de production industrielle et on a des produits avec du bisphénol. Donc c'est fou, si vous voulez, c'est vraiment insupportable. Alors, l'alimentation. Avant de revenir à tout ça pour conclure, la chose la plus importante à savoir, c'est que nous sommes des omnivores. Et que comme tous les omnivores, c'est-à-dire les rats et les cochons, nous nous méfions de ce que nous mangeons. Alors vous savez que les rats, quand ils trouvent un truc sympathique dont ils n'ont pas l'habitude, ils envoient un vieux de mon âge voir si c'est mangeable, et s'il n'est pas mort au bout de 36 heures, ils y vont, mais sinon ils n'y vont pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, donc nous sommes des omnivores. Nous avons été, nous, les plus vieux, réglés par des rites et des rythmes alimentaires. Donc on mangeait chez ses parents, moi c'était mon cas quand j'étais enfant, 3 repas par jour, on n'avait pas le droit de discuter ce qu'on mangeait, on ne mangeait pas en dehors des repas, et on mangeait du poisson le vendredi puisque ma famille était catholique, mais les autres religions avaient également leur rythme. Mais aujourd'hui, les enfants de 6 ans vont à la cantine et ont à choisir. Et donc, nous avons connu le manque, et nos parents surtout, puisque je vous rappelle que les tickets alimentaires, ça disparaît en 1953. Hein. 1953. Et donc, nous respections les agriculteurs, et aujourd'hui, nos petits-enfants ont à gérer l'excès. Nous avions à gérer le manque, et eux ont à gérer l'excès. Et comme cet excès est inquiétant, ils projettent leurs inquiétudes alimentaires sur ceux qui produisent, et donc les agriculteurs. Et donc, vous voyez que Auchan finance M. Serralini, vous savez, celui qui vous a montré des rats à la télé, là. Et comme vous le savez, il a eu la plus grande honte en matière scientifique, c'est que son article a été enlevé. Il y a une critique mondiale de cet article en disant qu'il n'était absolument pas fondé. En fait, il a choisi une race de rats. D'habitude, les rats, quand d'expérience on les tue à 3 mois, là, il les a gardés 2 ans. Or, 40% des rats de cette famille-là font des cancers à 2 ans. Enfin bref. Donc tout ça, c'est des manipulations effrayantes. Alors, ça apparaît non pas dans le New England Journal of Medicine, mais dans le grand journal scientifique qui s'appelle le Nouvel Obs, ou l'Obs aujourd'hui, et qui finance et Auchan. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les grandes, que ce soit Auchan, Leclerc ou Carrefour, financent une publicité qui vous fait croire en mangeant bio, sans OGM ou sans ce que vous voulez. D'ailleurs, vous avez remarqué que moyen de choses, plus c'est cher. Hein. Donc sans gluten, sans machin, sans truc. Alors, bon, je ne vais pas vous parler du sans gluten, mais en gros, il y a 100 millions d'Américains qui souhaitent manger sans gluten, alors qu'il y a 0,1% de la population américaine, c'est-à-dire 300 000, qui
devrait s'en méfier. Alors, par ailleurs, et pour terminer sur l'alimentation avant de terminer et de venir à la conclusion, une des choses que vous savez inconsciemment, mais que ne disent pas les journaux féminins, c'est que ce qui compte, c'est pas les nutriments, c'est l'alimentation. Alors, un aliment, l'excellent rouget qu'on a mangé, est composé de protéines, de graisse, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sucre, il y a de la graisse, il y a de la graisse notamment dans les saumons, etc. Donc, la graisse, ou certaines graisses, ce sont des nutriments qui composent des aliments. Donc les graines, le blé par exemple, il y a à la fois des lipides, des protéines et des glucides. Il y a de l'amidon, il y a des protéines et il y a de la graisse. C'est plus vrai dans les petits pois où il y a beaucoup de protéines. Enfin bref, on va vous faire un cours sur les graines. Donc ça, c'est des nutriments. Donc les journaux féminins vous disent attention, mangez des trucs parce que du curcuma, des machins, parce que ça va vous limiter les maladies cardiaques, enfin peu importe, je dis n'importe quoi. Les aliments sont composés de nutriments, mais ce qui compte, c'est l'alimentation, c'est pas ce que vous mangez un soir, c'est ce que vous mangez pendant un mois. Vous savez que le maximum de poids, et ça pourrait vous soulager tous les soirs de Noël et les soirs de Gueuleton, le maximum que vous pouvez prendre en un repas, c'est 400 grammes. Alors si vous prenez 400 grammes tous les soirs, c'est pas terrible, mais, le maximum que vous pouvez prendre, c'est 400 grammes. Donc, ensuite, ce qui compte, c'est l'interaction entre les aliments, votre mode de vie et la génétique. Ça a un impact sur ce qu'on appelle les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, c'est l'hypertension, l'obésité, etc. Mais ce n'est pas des maladies. Ces facteurs de risque induisent des maladies, qui sont des maladies cardiaques, des cancers, etc. Donc, vous voyez, la tentation de tout le monde et de tous les journaux, c'est ce qui est vrai pour la vitamine C. La carence en vitamine C, ça produit le scorbut. Il y a beaucoup de gens qui sont carencés en vitamine A aussi, et beaucoup de dames parce qu'elles ne mangent pas assez de viande rouge. Mais à part ça, encore une fois, ce qui compte, c'est votre alimentation liée à votre mode de vie et à votre état génétique. Et ce n'est pas ce que compose chacun de ces aliments qui sont composés, je le répète encore, de nutriments. Donc faites attention à ce que vous mangez. Mangez en fonction de votre exercice physique. Moi, je sais que quand je suis en vacances, en gros, je mange 2 fois plus que quand je suis à Paris. Et que je garde en gros le même poids. Alors, ceci dit aussi, ça c'est un conseil, hein, quand vous bougez d'1 kilo, voilà, faites attention. C'est beaucoup plus facile de perdre 1 kilo que d'en perdre 10. Et comme vous savez, les régimes, c'est très mauvais pour la santé. Hein. Parce que le corps se souvient du poids qu'il a eu. Et donc, voilà, vous faites marche arrière, puis après vous faites marche avant. Donc, voilà. Donc, vous voyez, en gros, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est quelque chose d'assez simple, c'est que nous avons maîtrisé la nature. Cette maîtrise de la nature, dans certains cas, a conduit à des destructions d'espaces naturels. C'est peu le cas en France, mais ça existe et ça peut exister en France. Donc moi, je suis par exemple un farouche partisan du Conservatoire du Littoral, je suis un partisan des parcs nationaux, je suis un partisan de... Quoique, juste une parenthèse, hein, dans les parcs nationaux, vous savez, il y a des bouquetins. Vous savez qu'on devrait les abattre. Pourquoi? Ils sont porteurs de la brucellose. La moitié des bouquetins des Alpes sont porteurs d'une maladie qui s'appelle la brucellose. Bon, bref. Alors, par ailleurs, apparaissent de nouveaux animaux. J'ai oublié de vous raconter ça tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il faut les tuer parce qu'ils sont nouveaux? Donc, aux États-Unis, visiblement, les loups n'avaient pas assez de copines. Donc, ils ont fait des enfants aux dames coyotes. Et donc apparaissent aux États-Unis ce qu'ils appellent les coy wolves. Ils sont donc moitié loups, moitié coyotes. Et qui, paraît-il, étant élevés en espace urbain, quand ils traversent les autoroutes, regardent à gauche et regardent à droite avant de traverser. Donc vous voyez que l'évolution continue. Alors j'ai oublié aussi de vous dire
qu'en parlant de milieu naturel, que s'il était en milieu naturel, il n'y aurait pas de tomates, il n'y aurait pas de pommes de terre, puisque les tomates et les pommes de terre, ça nous vient d'Amérique. Et que quand vous regardez, il n'y aurait pas de chocolat, il n'y aurait pas de café, il n'y aurait pas, etc. Donc vous voyez bien que nos jardins aujourd'hui et notre alimentation, elle est liée à des transports pour ce qu'on appelait autrefois les jardins d'acclimatation. Donc on faisait venir des espèces du monde entier pour les acclimater. Et si vous avez lu les naufragés du Bounty, vous voyez bien qu'ils importaient des palmiers, et parce qu'ils avaient des palmiers, ils rationnaient l'eau, et donc c'est ça. Mais les insectes se baladent, et donc moi qui m'intéresse beaucoup à la santé publique, je fais très très attention à la grippe, parce que la grippe ça fait le tour du monde comme tout ce qui vit dans la clim. Hein. Donc, je disais ça tout à l'heure, d'ailleurs, mesdames et messieurs qui avaient des voitures climatisées, changez vos filtres. Changez vos filtres tous les ans à cette saison, parce que sinon ça fait circuler les filtres de la clim. Parce que ça fait circuler. Mais pour vous prendre un dernier exemple sur ce sujet, en France, il y a eu 60 nouvelles espèces d'insectes apparues depuis 7 ans. Alors, si vous croyez qu'on va se passer d'insecticides, vous rigolez. Alors, ce qui se passe, et je termine là-dessus avant de vous dire 2 ou 3 mots de conclusion, ce qui se passe, c'est que les urbains imposent aux agriculteurs des normes telles que ça les rend non seulement fous furieux, mais ça les met en faillite, parce que le bien-être détruit dans les porcheries bretonnes, ça coûtait par élevage 150 000 €. Pour respecter la réglementation en ce qui concerne le bien-être animal. Donc ça a conduit également à pas mal de suicides, à pas mal de faillites. Et il y a beaucoup de produits aujourd'hui agricoles que l'on ne peut plus pratiquement fabriquer en France. C'est très difficile de faire des haricots verts. Et il y a toute une série donc, de plantes. Donc vous allez importer du Kenya des haricots verts. Vous ne savez pas les doses de pesticides qui ont été déversées sur ces haricots verts au Kenya. Et en revanche on les importe en France. Donc, cette confusion des ordres, cette incompréhension, à quoi est-elle due? Alors je conclus, elle est due à toute une série de phénomènes. L'une d'entre elles étant l'évolution de la haute fonction publique dont j'ai fait partie pendant longtemps. Mais quand j'étais un ingénieur, on faisait faire et on contrôlait. Donc moi, j'ai brièvement construit des barrages, j'ai construit un réseau d'adduction d'eau pour une commune de la Meuse, enfin bref. Donc on ne faisait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, les ingénieurs de l'État, ils ne font plus. Ils ne font plus faire, ce sont les collectivités locales, qui sous-traitent aux entreprises. Or en France, on a une responsabilité civile et pénale des fonctionnaires. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre. En Angleterre, only the Queen est responsable. Donc quand vous avez eu l'affaire de la vache folle en Angleterre, on a exfiltré de l'administration anglaise les gens qui avaient été un peu légers, mais on ne les a pas poursuivis. Or en France, nous sommes le seul pays où les fonctionnaires ont une responsabilité civile et pénale. Aux États-Unis, ils ont une responsabilité civile et pas pénale, et donc c'est pour ça qu'on a des normes. Donc on bâtit des normes. Vous savez que dans le coût de la construction, depuis 2000, l'augmentation du coût de la construction, il y a 25% qui est due à des normes. Vous savez qu'à force de surprotéger quelque chose, vous le faites disparaître. Alors l'exemple que je prends, c'est les colonies de vacances. Donc il y a 4 ans, j'étais avec mes petits-enfants en vacances, et j'entendais tristement que la moitié des enfants français n'allaient pas en vacances. Donc je me dis, pourquoi ils ne vont pas en vacances? Et pourquoi ils ne vont pas en colonie de vacances? Eh bien, c'est simple, ils ne vont pas en colonie de vacances parce que les normes des bâtiments pour les colonies de vacances coûtent trop cher. Donc j'en ai parlé à Air France, j'en ai parlé à une grande mutuelle, la MGEN, et tous les deux m'ont dit, écoutez, oui, vous avez raison, on a des châteaux. On nous demandait pour ces châteaux 5 millions d'euros, alors qu'on accepte 200 gamins. Donc ça coûtait quand même beaucoup moins cher de les payer pour aller au Club Med ou ailleurs que de les mettre en colonie de vacances. Donc il y a les normes sur le bâtiment. Il y a ensuite les normes sur les moniteurs, monitrices. Donc ils doivent
passer un brevet, savoir nager, savoir piloter un hélicoptère. Non, un hélicoptère, c'est pas vrai, mais pour le reste, c'est vrai. Et puis, par ailleurs, il y a ce que font les tribunaux pour les attouchements réels ou supposés. Beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles aujourd'hui se disent « Oh là, moi j'ai pas envie d'être poursuivi dans 20 ans pour ce que j'aurais fait ou pas fait. » Et donc, vous voyez bien que la surprotection de quelque chose détruit la chose. La surprotection du consommateur détruit le consommateur. La surprotection des colonies de vacances détruit les colonies de vacances. La surprotection des locataires fait que beaucoup de gens ont du mal à se loger, etc. etc. Donc, tout ça, c'est... Alors, le deuxième phénomène, c'est que nous sommes aujourd'hui dirigés par des sophistes. Alors ça, c'est mon livre d'avant, qui s'appelle « Ils ont perdu la raison ». Alors, vous savez, Platon disait il y a déjà très très longtemps qu'il ne faut jamais discuter avec un sophiste. Parce que son problème, c'est de vous convaincre. Il se moque de la vérité. Donc les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils veulent? Que vous votez pour eux. Qu'est-ce que veut un avocat? Je suis d'une famille d'avocats, donc mon père, ma mère, mon fils, vraiment. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner les procès, mais la vérité, ils s'en moquent. Vous voyez bien que dans la classe politique du gouvernement d'avant, mais celui-là, de ce point de vue-là, n'est pas très différent, vous n'aviez pas un agriculteur, pas un ouvrier, pas un chef d'entreprise, pas un ingénieur, et ils étaient tous forme de formation littéraire ou juridique ou Sciences Po. Bon. Il y avait deux médecins, Cahuzac et Jean-Marie Le Guen, bon. Et c'est tout. Donc vous voyez que je discutais avec Giscard d'Estaing qui disait que, je l'entendais, mais à juste titre dire que pour s'intéresser à la politique de l'énergie, c'était pas mauvais de connaître un tout petit peu la physique. Et en revanche, j'ai discuté avec Mario Monti qui me disait que les seuls chefs d'État qu'il a rencontrés vraiment depuis 5 ans, c'était les chefs d'État chinois. Et il me disait, ils sont 8, mais il y a 7 ingénieurs. Donc les ingénieurs, c'est vrai que je ne vais pas plaider pour ma formation ou celle des médecins, etc., mais la formation scientifique, c'est que quand même 2 et 2 font 4, par exemple. Alors, donc vous avez la classe médiatico-politique qui est composée de sophistes. Alors, par exemple, chose très simple, Hollande, pendant son quinquennat, a dit en 2025, 50% de l'énergie française sera nucléaire. Alors, quand vous avez un tout petit peu regardé ça, et que vous êtes un journaliste à peu près honnête, vous lui dites, Monsieur le Président, certes, mais ça veut dire que vous allez fermer 18 centrales nucléaires. Parce que pour arriver à ça, il faudrait fermer 18 centrales nucléaires. On a du mal à en fermer une. Et que par ailleurs, ça augmenterait le coût de l'énergie de plus de 50%. L'électricité. Donc c'est simple ça. Donc c'est vraiment 2 et 2 font 4. Et donc vous voyez bien que... alors, le plus fort de tout étant M. Cohn-Bendit, qui est de loin le plus intelligent des sophistes. Mais vous voyez bien que quand il est à court d'arguments, il dit « mais les Français pensent le contraire ». Bon. Et vous voyez qu'il dit des énormités à la radio, en disant qu'en fermant le nucléaire, on lutte contre le réchauffement climatique. Alors s'il y a un truc qui n'a absolument aucun effet sur le gaz carbonique, c'est les centrales nucléaires. Donc aucun journaliste lui dit « écoutez, attendez, arrêtez là, vous pouvez être contre le nucléaire, mais utilisez quand même un autre argument que le réchauffement climatique, etc. etc. » Or, le nucléaire, alors je me suis beaucoup intéressé à ça dans ma vie professionnelle, et j'appartiens à l'Académie des technologies aujourd'hui, et nous sortons un papier là bientôt, par kilowatt, le nucléaire tue 4500 fois moins que le charbon. 4500 fois moins que le charbon. Alors nous on se moque des morts dans les mines de charbon parce qu'ils ne meurent pas ici. Mais en Chine, dans les mines de charbon, officiellement il y a 10 000 morts par an. On est compte s'il y avait... Ah oui d'ailleurs, on approche de la fin. Tchernobyl, combien de morts? Vous pourrez vérifier ça sur Internet. Ces chiffres de Tchernobyl ne sont pas fiables. Ce sont des chiffres publiés par un État qui ment.
Oui, mais chère madame, comme vous le savez, depuis il y a eu, alors c'est d'ailleurs pas tellement comme les États-Unis, comme vous savez, c'est pas tellement la Russie, c'est l'Ukraine, et il y a eu une étude de l'Organisation mondiale de la santé, faite avec l'Académie des sciences américaines, françaises et suisses, et pas les Ukrainiens. Et donc le nombre de personnes que l'on peut nommer morts de Tchernobyl, que l'on peut nommer, y compris les liquidateurs, y compris les cancers de la thyroïde, etc., depuis donc ce drame, c'est 78 personnes. Alors, dans les gens dont la vie serait raccourcie du fait de Tchernobyl, ça dépend des modèles, mais ça se balade entre 4 000 et 16 000, donc sur 50 ans. Fukushima, le nombre de morts du nucléaire, c'est 0. Monsieur le Japon. Oui. C'est 0. Il y a 20 000 personnes qui sont mortes noyées, il y en a 43 qui sont morts parce qu'on les a déménagés, mais ils ne sont pas morts du nucléaire. Alors. Alors, je vous ai parlé. Alors, une des choses aussi que j'ai oublié d'évoquer, mais qui est assez vraie, c'est que on a tous un désir de vert, hein, on a tous envie de voir les saisons, et que donc la propagande écologiste se bat sur les images et sur notre volonté à tous de désir de vert. Donc, je vous ai parlé des catastrophes et des phénomènes naturels. Je ne vous ai pas parlé de la différence entre le risque et le danger. Et je ne vous ai pas parlé du principe de précaution. Mais je vais vous dire d'abord un mot sur le principe de précaution. Donc, je pense que le principe de précaution est idiot. Tout simplement pour une raison très très simple. C'est qu'il dit, en cas d'événement incertain, de prendre des mesures proportionnées. Alors, ce qui est incertain le demeure. Donc, vous ne pouvez pas être proportionné quand c'est incertain. Bon, et par ailleurs, il dit il faut faire des études, mais vous voyez bien que M. Beauvais a détruit les champs d'expérience qui avaient été montrés pour tester ces hypothèses. Donc vous voyez qu'on revient à un monde tout à fait regrettable. Alors oui, vous voyez qu'ensuite les tribunaux condamnent pour le préjudice d'anxiété. Vous savez qu'il y a eu un procès, je ne sais pas si c'est Orange ou enfin, un fournisseur d'accès au téléphone, donc par des voisins d'une antenne relais, au nom du préjudice d'anxiété. Ils ont été condamnés au nom du préjudice d'anxiété. Alors on a découvert que cette antenne était éteinte. Et le préjudice d'anxiété, ici on est dans un pays où on joue au rugby, donc moi j'ai joué au rugby assez longtemps. Et notamment j'ai joué arrière, et à mon avis, les arrières de l'équipe de rugby, ils devraient poursuivre leur équipe pour préjudice d'anxiété, parce que quand il va arriver des gros mecs de 110 kilos et un ballon en même temps, oui, c'est de la folie, le préjudice d'anxiété. Donc c'est même pas un dommage. Alors quand comme vous savez, aux ondes radio et téléphone, il est bien tard pour faire un cours de physique, mais vous savez que la différence entre ce qu'on appelle les rayonnements ionisants et les pas ionisants, c'est l'ultraviolet. Donc, quand vous avez dans la longueur d'onde de l'ultraviolet en dessous, on considère que c'est ionisant, c'est-à-dire que ça détruit les cellules, enfin bref. Bon. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention au soleil, qui tue beaucoup plus que le nucléaire. C'est 1500 morts de mélanome par an en France. Mais plus la longueur d'onde augmente, moins c'est pénétrant. Et donc, les gens qui ont peur des téléphones portables devraient avoir peur de la télé, parce que les ondes de la télé sont plus courtes que celles du téléphone portable. Et les ondes de la télé sont également plus longues que celles du jour. Donc, si vous avez peur d'antenne relais, il faut vivre dans le noir, sans télé et sans téléphone. Et alors, je terminerai en vous disant juste un mot sur, et en revenant sur la différence entre une expérience et un modèle. Alors, c'est fascinant à suivre à l'heure actuelle sur le débat climatique, dont je ne suis pas expert, mais que je regarde avec beaucoup de passion et d'intérêt. Et notamment, vous voyez bien que les journalistes
et notamment le journal Le Monde, qui dans ce domaine est très très malhonnête, vous pouvez le mettre sur Internet, Monsieur Stéphane Foucard, il n'utilise jamais les arguments des gens qui sont opposés à ces thèses, il dit simplement que ces gens ont des conflits d'intérêts. Donc ils vous disent les gens ont travaillé pour Bayer, ont travaillé pour CEA, etc. Mais vous ne voyez jamais les arguments. Alors ce qui est fascinant dans le débat sur le réchauffement climatique, est-ce que la Terre se réchauffe? La réponse est oui. Est-ce que les hommes y jouent un rôle? La réponse est oui. Le débat est de savoir si ce rôle est majeur ou mineur. Voilà. Et quelle est l'importance du rôle. Mais on a énormément de mal à trancher parce qu'on ne peut pas faire d'expérience. Donc ce que l'on fait, c'est on regarde les courbes de température et augmentation de la température en fonction des doses de gaz carbonique et on projette sur l'avenir. Quand vous regardez ça, vous voyez que les projections pessimistes n'ont jamais été atteintes. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais entre 1997 et 2014, il y a eu une stagnation de l'augmentation de la température. Il a réaugmenté depuis 2 ans, mais vous voyez que ce débat, il ne paraît pas dans la grande presse française. Alors, il apparaît dans la grande presse américaine et anglaise. Et d'ailleurs, et juste pour terminer là-dessus, le film d'Al Gore, qui est faux du début jusqu'à la fin, là, en Angleterre, il est interdit d'être projeté dans les écoles s'il n'y a pas un film qui est en même temps projeté en montrant en quoi les arguments de ce que raconte M. Al Gore est faux. Voilà, là, par exemple, il vous montre l'augmentation de la température et l'arrivée des insectes. En fait, les insectes, ce n'est pas la température qu'ils aiment, c'est l'eau. Donc vous aviez de la malaria en Angleterre au 19e siècle. Hein. Vous aviez de la malaria dans les dômes, vous avez de la malaria partout parce qu'il y avait de l'eau. Hein, c'est de l'eau. Les insectes, ils aiment l'eau. Voilà, donc écoutez, merci de m'avoir écouté un peu trop longuement sûrement, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.